Hello, c'est Elfrida et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un mouvement qui est à l'origine de la musique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors cette vidéo, ça va faire un mois que je fais que de la refaire parce qu'à chaque fois il y a un problème, comme là tout à l'heure, pendant 1 heure j'ai tourné une vidéo, mais je n'ai pas appuyé sur enregistrer. Donc j'espère que cette fois-ci ça ira parce qu'à chaque fois il y a un problème de son, le micro qui se coupe, machin. J'espère que cette fois-ci ça ira. Donc on va y aller. D'abord, c'est quoi la Harlem Renaissance? Eh bien, c'est un mouvement artistique et culturel qui a vu le jour en 1910 dans le quartier de Harlem à New York. C'est considéré comme l'âge d'or de la culture noire. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais je vais quand même aller dans les grandes lignes pour expliquer le contexte dans lequel c'est né. En 80 débute ce qu'on appelle la grande migration des Afro-Américains du sud vers le nord. On estime qu'environ 6 millions de Noirs ont quitté le sud. Leur principale destination était Détroit dans le Michigan, Chicago dans l'Illinois et New York City dans l'État de New York. Cette grande migration, elle est due à l'abolition de l'esclavage en 1868, qui a donné ensuite le droit à la nationalité en mars 70, puis le droit de vote, mais qui a été réellement appliqué pour les Noirs en 1965. Les Afro-Américains à cette époque ils considèrent l'éducation comme un symbole de liberté, d'indépendance, d'égalité et de réussite économique. Mais comme je pense que vous le savez déjà, rapidement le Sud a institutionnalisé le racisme et la suprématie blanche, avec ce qu'on appelle les Black Codes, qui sont plus tard devenus les Jim Crow Laws. Après, je pars du principe que vous savez déjà tout ce qui s'est passé avec la naissance du Ku Klux Klan et voilà. La Première Guerre mondiale, elle a aussi contribué à la renaissance de Harlem. Par exemple, la 370e et 369e infratries, surnommées les Harlem Hellfighters, sont devenus des héros de guerre français et ont reçu la Croix de guerre ainsi que la Distinguished Service Cross et la Medal of Honor des États-Unis. Ils sont aussi devenus célèbres pour leur fanfare qui a introduit le jazz qui était jusqu'alors inconnu en Europe. Et en 1919, il y a ce qu'on appelle le Red Summer. C'est plusieurs manifestations pacifistes contre les violences raciales organisées par la NAACP. Mais toutes ces manifestations, comme d'habitude, elles ont tourné au cauchemar. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Et ce passage, il représente vraiment le fait qu'il y avait une sorte de concurrence entre les Noirs américains et les Américains blancs pour tout ce qui est emploi, logement, territoires sociaux et l'avancée économique. Malgré l'opposition, les communautés noires étaient déterminées à éliminer toutes les barrières de la discrimination raciale par la démocratie, tout en construisant leur identité culturelle. La grande migration, elle a amené à Harlem certains des plus grands talents, les plus grands esprits de cette époque. Pour commencer, Alain Locke, connu comme le doyen de la Harlem Renaissance, a décrit ce moment comme un passage à l'âge adulte spirituel dans lequel les Afro-Américains ont transformé la désillusion sociale en fierté raciale. Alain Locke, il a vraiment ouvert les portes à de nombreux Afro-Américains et a accompli quelque chose qui jusqu'alors n'avait été jamais fait. C'était mettre la culture noire en avant et promouvoir des artistes, des militants et même des leaders. Dans sa plus grande œuvre littéraire, The New Negro, il encourage les Noirs à dépasser ce qu'il appelle le vieux nègre, c'est-à-dire les stéréotypes raciaux, et à devenir ce qu'il appelle le nègre pensant,
Donc penser par soi-même et se battre pour son droit de vivre, de s'exprimer et juste d'exister. Un point intéressant dans son essai, je vais vous l'afficher. Au début, je pensais qu'il s'agissait uniquement du racisme dont les Noirs étaient victimes, mais ensuite j'ai réalisé que cela pouvait s'appliquer au système de classe où certains Noirs plus riches peuvent se sentir supérieurs aux autres, ce qui se reflète souvent dans son travail. Il appelle également à la solidarité, à l'empathie et à ne pas fuir ses racines, car beaucoup d'intellects à cette époque ont essayé en quelque sorte de s'édulcorer, d'un peu cacher cette partie d'eux-mêmes afin de pouvoir intégrer des espaces blancs. Dans l'ensemble, Alain Locke pense que la renaissance de Harlem aura deux effets principaux. L'un, ça concerne la grande avancée et l'autre, le prestige. En d'autres termes, les intellectuels et les artistes seront le premier contact du XXe siècle avec ce qu'on appelle aujourd'hui la culture noire et deviendront un modèle pour le monde entier. C'est aussi le début de ce qu'on appelle la Black Pride, qui est à l'origine du Black Power à travers Hubert Harrison. Je vais vous mettre aussi d'autres grands noms de cette époque au niveau littéraire. Et aussi quelques noms de peintres et de sculpteurs. Je ne vais pas aborder le sujet car j'estime que je n'ai pas les connaissances suffisantes pour le faire. Donc on va passer à la musique. Cette époque, c'est vraiment un tournant en termes de musique, car après cela, ça n'a plus jamais été pareil. La naissance du jazz et du blues, elle reste assez floue, mais on estime que ça a apparu entre 1880 et 1917, et que vraiment le jazz s'est vraiment formé en tant que jazz, on va dire, en 1887. Là, on est sûr que c'était vraiment le jazz. La naissance du jazz, elle est due à une envie de créer une culture musicale propre aux Afro-Américains. C'est vraiment un mélange entre le peu de culture qu'ils ont pu conserver lors et après l'esclavage. Et du coup, ça donne un mélange de plusieurs chants et musiques traditionnelles de multiples pays d'Afrique, mais principalement de l'Afrique de l'Ouest, tout en utilisant des instruments de la musique classique. Cependant, ce genre musical il est complètement différent de la musique classique et les musiques européennes, car il repose énormément sur l'improvisation, l'interaction entre les musiciens ou les chanteurs et même le public. Les sujets dans le blues et le jazz, ils sont divers et multiples, allant de l'amour, au bonheur, Now when the saints marching in, now when the saints go marching in, yes I want to be in that number. aux difficultés de la vie, Lately, my man alone, 'cause I'm jealous. et juste à l'expression de soi. Parfois, ces chansons elles peuvent être engagées comme Strange Fruit de la talentueuse Billie Holiday. Vraiment un point de convergence, non seulement pour l'art afro-américain, mais aussi pour le milieu de la nuit, avec le Cotton Club, le Smiles Paradise, le Connie's Inn. Le Cotton Club, c'était vraiment le cabaret le plus connu de Harlem dans les années
1920. C'était vraiment l'endroit où il fallait être. Rapidement, le club il a été ouvert en 1920 sous le nom de Club de Luxe, puis racheté et géré par Owen Madden. Il l'a transformé et rebaptisé le Cotton Club. Il voulait dedans que les décorations reflètent l'environnement des plantations du Sud, donc de jouer sur le fantasme colonial et satisfaire sa clientèle blanche en quelque sorte. Le club il a vraiment connu son apogée pendant la prohibition car il y avait dans le club de l'alcool qui était apprivoisonné illégalement. Dans le Cotton Club, les spectacles en général c'était des revues musicales avec des chanteurs, des danseurs, des comédiens, des numéros de variété et un orchestre. Le club avait la réputation de propulser des carrières car les musiciens de jazz afro-américains utilisaient la notoriété du Cotton Club pour aider à lancer leur carrière. D'ailleurs, le club il a accueilli certains des plus grands artistes afro-américains du XXe siècle. Par exemple, Lena Horne, les frères Nicholas, Duke Ellington, Caba Galloway. Comme je l'ai déjà expliqué précédemment, les Afro-Américains, pendant la Renaissance d'Harlem, ils se battent contre les stéréotypes et pour leurs droits fondamentaux et tout simplement le droit d'exister, quoi. Cependant, le club il a vraiment contribué à perpétuer des stéréotypes largement répandus sur les Afro-Américains, rien qu'avec la décoration et le fait qu'il y avait une politique ségrégationniste dans ce club. C'était la plus sévère de tous les clubs de Harlem. Les artistes n'avaient vraiment pas le droit de se mêler à la clientèle blanche. Aussi, en fin de compte, le club, c'était vraiment un moyen pour les blancs de s'adonner à deux tabous de l'époque. C'était boire et se mêler aux noirs. De plus, certains artistes étaient vraiment poussés à bout. Ils se produisaient gratuitement pour une misère, ils savaient à peine de quoi survivre. Certains ont eu des problèmes de santé et d'autres, ça a pu les aider à propulser leur carrière, comme je l'ai expliqué précédemment, mais ça n'enlève pas les abus qui ont été faits. Aussi, il y avait une pratique qui d'ailleurs je crois se fait toujours aujourd'hui, où des gérants de maisons de disques ou des producteurs, voilà, bref, des personnes qui travaillent dans des maisons de disques venaient dans ces clubs, écoutaient les artistes jouer, volaient en quelque sorte ce qu'ils avaient entendu, ou même ils prenaient déjà des chansons déjà faites par des artistes noirs afin de les réenregistrer par des artistes blancs et les vendre à un public plus large, bien sûr sans payer les droits d'auteur ou les royalties. Une victime vraiment de cette méthode, c'est Ma Rainey, c'est la mère oubliée du blues. J'essaierai de vous trouver plusieurs liens que je vous mettrai si vous voulez en savoir plus sur elle. Le Cotton Club a été contraint de fermer pendant la Harlem Race Riot de 1935, qui a causé des dégâts à plus de 20 millions de dollars au club. Après cela, la clientèle blanche a considéré que le quartier n'était pas sûr. Du coup, le club a réouvert à Broadway en 1936, mais il a fermé en 1940 parce que ça ne fonctionnait pas. Alors la bar culture, c'est vraiment emblématique des années 60 et 70. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, je vous conseille de regarder la série Pause pour avoir un peu une idée, ou Paris is Burning. Mais en fait, ce mouvement, il a vraiment débuté en 1920, pendant l'Harlem Renaissance. Ces bals, c'était vraiment un lieu d'expression pour les Noirs LGBTQ de cette époque.
Maintenant, je vais vous parler des plus gros bad buzz de cette époque. Tout d'abord, il y a Louis Armstrong qui a chanté une chanson qui s'appelle Hello Dolly. Si vous la connaissez pas, en fait, c'est une chanson qui vraiment glorifie et minimise l'esclavage. Il a été fortement critiqué pour ça, parce qu'il s'est présenté comme une caricature pour divertir un public blanc. Il a été même qualifié d'oncle Tom par certains artistes, malgré qu'il s'est souvent élevé contre le racisme, comme par exemple lorsqu'il a critiqué le président Eisenhower pour sa politique qui était désastreuse. Et il a même refusé de jouer lors d'une tournée parrainée par le gouvernement américain. Ça n'empêche pas qu'il a quand même eu certains comportements comme qu'on peut quand même décrire comme l'oncle Tom. C'est un peu compliqué. Ça, en fait, ça n'enlève pas le mal qu'il a fait, malgré qu'il s'élève contre le racisme. Il a quand même contribué à certains stéréotypes. Mais en même temps, pour cette époque, il faisait ce qu'il pouvait pour survivre. C'est vraiment un moment compliqué. Une autre figure du bad buzz de cette époque, c'est Joséphine Baker et par exemple sa robe banane, qui joue vraiment sur le fétichisme et le fantasme colonial. La Harlem Renaissance, elle a vraiment eu un impact particulier et important sur les décennies suivantes, car elle a redéfini la façon dont l'Amérique et le monde considéraient les Afro-Américains. Les artistes, les musiciens et les écrivains ont commencé à être respectés au niveau international. Des livres tels que The Fire in the Flint de Walter White et Banjo de Claude McKay sont devenus des classiques et ont été traduits en français, par exemple. Des auteurs tels que Longton Hughes, Claude McKay ont inspiré des leaders de mouvements anticolonial et anti-assimilation. Pour la faire courte, la Harlem Renaissance, elle a vraiment apporté de l'autodétermination, de la fierté, une nouvelle conscience et un nouvel engagement politique des Afro-Américains. Cela a conduit aussi à plusieurs initiatives qui sont devenues ensuite des fondements du mouvement pour les droits civiques et qui peut s'étendre de nos jours à Black Lives Matter. Je ne sais pas si ma phrase elle était très claire. Très claire. Ça commence bien. Enfin, ça termine bien. Comme je l'ai déjà expliqué, la Harlem Renaissance a apporté le jazz et le blues. Ce qui a commencé comme un style totalement nouveau s'est transformé et a donné naissance à de nombreux sous-genres et sous-cultures, si on peut dire, musicales. Par exemple, le rock, le R&B, le hip-hop, le rap, la pop, la funk, le disco, la soul et plein d'autres. Et il y a même eu une grosse influence du jazz dans l'afrobeat et l'afrobeats. Oui, c'est pas la même chose, mais je vous ferai une courte vidéo pour vous expliquer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà ce mouvement ou si vous connaissiez juste de nom, si je vous ai appris quelque chose. Dites-moi juste ce que vous pensez en général et aussi de me dire si au niveau du son ça va. Parce que j'avais un peu mal à la gorge, donc je sais pas si c'était très clair. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est pas encore fait. Et à la prochaine.